Je suis heureuse de vous retrouver pour cette conférence sur un sujet à la fois fascinant et controversé, Hitler et l'ésotérisme. Nous allons explorer ensemble les relations complexes et souvent mystérieuses entre Adolf Hitler, le régime nazi et l'ésotérisme. Le sujet que nous allons aborder est d'une grande pertinence pour plusieurs raisons. D'abord, il nous permet de mieux comprendre certaines dimensions moins connues de l'idéologie nazie qui ont pourtant joué un rôle significatif dans la construction de son imaginaire et de ses pratiques. Ensuite, il s'agit d'un domaine qui suscite beaucoup d'intérêt et de spéculation, alimenté par de nombreuses théories et interprétations. Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter tout cela. Pour bien cadrer notre exploration, il est important de replacer cette étude dans son contexte historique. L'Allemagne du début du XXe siècle était une époque marquée par de profonds bouleversements sociaux, politiques et économiques. La défaite de la Première Guerre mondiale, la crise économique et la montée des mouvements nationalistes ont créé un terreau fertile pour l'émergence de croyances ésotériques et occultes. Dans cette vidéo, nous allons examiner les racines de l'ésotérisme, notamment dans le contexte de l'Allemagne d'avant-guerre, et comment ces idées ont été récupérées et transformées par le mouvement nazi. Nous verrons aussi comment des organisations comme la Société de Thulé ont joué un rôle crucial dans la diffusion de ces idées. Nous aborderons également la place centrale de l'occultisme au sein du Troisième Reich, en particulier à travers des personnages comme Heinrich Himmler et l'ordre SS, et nous analyserons l'usage de symboles ésotériques comme la croix gammée. Enfin, nous discuterons des thèmes ésotériques spécifiques comme la quête du Graal, et de leur impact sur les décisions politiques et militaires du régime nazi. Nous conclurons par une réflexion sur l'héritage ésotérique du nazisme après la guerre et les raisons pour lesquelles ce sujet continue de susciter autant d'intérêt aujourd'hui. Comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Pour bien comprendre l'importance de l'ésotérisme dans le contexte de cette vidéo, il est essentiel de commencer par définir ce terme, en explorant ses origines et son évolution et ses concepts clés. L'ésotérisme, du grec ésotériko signifiant intérieur ou secret, désigne un ensemble de doctrines et de pratiques réservées à un cercle restreint d'initiés, en opposition à l'exotérisme, qui est ouvert et accessible à tous. Les origines de l'ésotérisme remontent à l'Antiquité avec des influences provenant de diverses traditions mystiques et philosophiques, notamment l'orphisme, le pythagorisme et le platonisme. Au fil des siècles, l'ésotérisme a évolué et s'est enrichi en intégrant des éléments de différentes cultures et religions. Au Moyen Âge par exemple, l'ésotérisme chrétien a émergé avec des courants tels que l'hermétisme, l'alchimie et la kabbale. La Renaissance a vu un renouveau de l'intérêt pour ces traditions marquées par la redécouverte des textes hermétiques et la fusion de l'alchimie avec la philosophie néoplatonicienne. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'ésotérisme a continué à se développer avec l'apparition de nouvelles sociétés secrètes, telles que les Rosicruciens et les francs-maçons, qui ont joué un rôle crucial dans la diffusion des idées ésotériques en Europe. À cette époque, l'occultisme, qui inclut des pratiques comme la magie, la divination et le spiritisme, s'est également popularisé. L'Allemagne du début du XXe siècle était un terreau fertile pour le développement et la diffusion des idées ésotériques. Les deux groupes ésotériques particulièrement influents à cette époque étaient la Société de Thulé et l'Ordre des Nouveaux Templiers. Chacun de ces groupes a joué un rôle dans la formation du climat intellectuel et spirituel qui a précédé l'ascension du nazisme. La Société de Thulé est sans doute l'un des groupes ésotériques les plus célèbres et les plus directement associés à l'idéologie nazie. Fondée en 1918 par Rudolf von Sebottendorf, la Société de Thulé était une société secrète qui combinait des éléments de nationalisme allemand, de racisme et de mysticisme arien. Le nom Thulé fait référence à un royaume mythique mentionné dans la littérature antique et souvent associé à un lieu situé au-delà du cercle polaire arctique. Pour les membres de la Société de Thulé, Thulé représentait l'origine mystique de la race aryenne, qu'ils considéraient comme la race supérieure. La Société de Thulé a servi de plateforme pour la propagation d'idéologies racistes et antisémites et plusieurs de ses membres ont joué des rôles importants dans la formation du parti nazi. Des figures comme Dietrich Eckart, qui fut un mentor pour Hitler, étaient étroitement liées à la Société de Thulé. L'Ordre des Nouveaux Templiers, fondé en 1900 par Jörg Lanz von Liebenfeld,
est un autre exemple marquant de l'ésotérisme raciste de cette époque. Lans von Liebenfeld était un ancien moine cistercien qui a développé une idéologie mêlant mysticisme chrétien, occultisme et racisme pseudo-scientifique. L'ordre se revendiquait comme le successeur spirituel des chevaliers du Temple, mais avec un agenda explicitement raciste. Les membres de l'ordre croyaient en la supériorité de la race aryenne et prônaient la purification raciale. Les enseignements de Lans von Liebenfeld, notamment son livre La théozoologie, ont eu une influence sur les premiers théoriciens nazis, et il est largement reconnu comme l'un des précurseurs idéologiques du nazisme. Ainsi, l'Allemagne du début du XXe siècle a vu l'émergence de plusieurs groupes ésotériques influents, qui ont contribué à façonner les idées qui ont conduit à l'ascension du nazisme. La Société de Thulé et l'Ordre des Nouveaux Templiers représentent chacun des aspects différents de ce climat ésotérique, combinant nationalisme, racisme et mysticisme pour créer une vision du monde qui allait tragiquement influencer l'histoire. Adolf Hitler ainsi que de nombreux membres de son cercle rapproché étaient profondément fascinés par les légendes et les mythes nordiques. Ces récits, qui trouvent leur origine dans les traditions anciennes des peuples germaniques et scandinaves, dépeignent souvent des héros puissants, des dieux majestueux et des batailles épiques. Pour Hitler et ses partisans, ces légendes représentaient un âge d'or mythique où les ancêtres aryens régnaient en maîtres sur des terres vastes et prospères. Les mythes nordiques étaient perçus comme une source d'inspiration et de légitimité pour l'idéologie nazie. Ils offraient une vision d'un passé glorieux que les nazis cherchaient à ressusciter. Les symboles et les thèmes de ces légendes étaient souvent intégrés dans la propagande nazie, afin de galvaniser le peuple allemand et de renforcer l'idée d'un destin grandiose et prédestiné pour la race aryenne. Par exemple, les contes de héros tels que Siegfried, un personnage central de la mythologie germanique, étaient utilisés pour illustrer les idéaux de courage, de force et de pureté raciale. Les références aux dieux nordiques comme Odin et Thor renforçaient l'image d'une connexion divine et ancestrale des Allemands avec ces figures mythiques. Pour comprendre l'influence de l'occultisme dans le régime nazi, il est essentiel d'examiner le rôle central joué par Heinrich Himmler et son organisation la SS, en tant que figure clé de l'occultisme nazi. Himmler était profondément fasciné par l'occultisme, les anciennes traditions germaniques et les mythes aryens. Sa vision du monde était imprégnée de mysticisme et d'idées ésotériques qu'il cherchait à intégrer dans la structure et les rituels de la SS. Sous la direction de Himmler, la SS a développé un système de rituels et de cérémonies qui était profondément ésotérique. Ces rituels visaient à renforcer l'identité, la loyauté et le sens de la mission des membres de la SS. Des rites d'initiation et des commémorations étaient conçus pour imiter les pratiques des anciens ordres chevaleresques. Le château de Wewelsburg, situé en Westphalie, est sans doute le symbole le plus tangible de l'intérêt de Himmler pour l'occultisme. En 1934, Himmler a acquis ce château et l'a transformé en un centre de culte ésotérique et en un lieu de formation idéologique pour les officiers de la SS. Le château était destiné à devenir le centre de l'ordre SS, un lieu sacré où les membres de l'élite SS pouvaient se connecter à leur héritage mythique et se préparer à leur rôle de leader de la nouvelle Allemagne. L'un des éléments les plus emblématiques est la salle du Soleil Noir, située dans la tour nord du château. Cette salle contient une mosaïque du Soleil Noir, un symbole ésotérique composé de 12 rayons qui convergent vers un centre. Ce symbole était utilisé pour représenter le pouvoir, la lumière et la renaissance aryenne. Les nazis étaient obsédés par l'idée de retrouver des objets légendaires qui, selon eux, pourraient conférer un pouvoir mystique et légitimer leur régime. Parmi ces éléments, le Saint Graal occupait une place centrale. Inspiré par des mythes médiévaux et les écrits de Richard Wagner, Himmler croyait que le Graal, cette coupe sacrée ayant appartenu à Jésus-Christ, était un symbole de pureté et de pouvoir divin. Des expéditions furent organisées pour retrouver le Graal et d'autres reliques. L'un des exemples les plus célèbres est l'expédition en France dans la région de Montségur, où les Cathares auraient caché le Graal avant leur extermination. Otto Rahn, un archéologue et écrivain, fut chargé par Himmler de mener ces recherches. La recherche du Graal et des reliques n'était pas seulement motivée par des croyances ésotériques mais aussi par des considérations stratégiques. Posséder ces objets aurait non seulement renforcé la légitimité historique et mystique du régime nazi, mais aurait également servi de puissant outil de propagande pour galvaniser le peuple allemand. La croix gammée, également connue sous le nom de swastika,
est un symbole ancien qui a été utilisé par de nombreuses cultures à travers l'histoire. Sa signification ésotérique profonde et son adoption par Adolf Hitler en tant qu'emblème central du nazisme sont des aspects cruciaux pour comprendre l'impact symbolique de ce signe. La swastika est un symbole qui remonte à des milliers d'années et a été utilisé dans diverses civilisations, notamment en Inde, en Grèce et chez les peuples germaniques. En sanskrit, swastika signifie bonne fortune. Traditionnellement, elle représentait des concepts tels que la prospérité, l'éternité et le cycle perpétuel de la vie. Elle était couramment associée à des divinités bienveillantes et à des énergies positives. Hitler et ses proches collaborateurs voyaient la swastika comme un symbole puissant capable de représenter l'héritage arien et la renaissance de la pureté raciale. Elle était censée incarner la pureté, la force et la destinée divine du peuple allemand. Traditionnellement, la swastika était souvent représentée dans une orientation particulière qui symbolisait la bonne fortune et les bénédictions. Hitler et les nazis ont choisi de l'inverser, en tournant ses bras vers la droite. Cette inversion n'était pas seulement un choix esthétique, mais portait une signification symbolique profonde. Elle devenait alors quelque chose de profondément négatif. Dès ses débuts, Hitler a souvent été décrit comme possédant un charisme magnétique et une capacité exceptionnelle à captiver et influencer les masses. Cette capacité pourrait être interprétée par certains comme une forme de médiumnité, où Hitler servirait de canal pour des forces ou des entités extérieures. De nombreux témoins de l'époque, y compris des membres de son entourage proche, ont décrit Hitler comme ayant un pouvoir quasi-hypnotique sur ceux qui l'écoutaient. Ses discours enflammés et son intense présence ont souvent été perçus comme des manifestations d'une capacité à canaliser des énergies au-delà du commun. Il existe aussi des récits selon lesquels Hitler aurait eu des expériences mystiques et visionnaires. Par exemple, il est dit qu'il a vécu des visions et des rêves prophétiques qui l'ont guidé dans ses décisions politiques. Dans son livre Mein Kampf, Hitler mentionne des moments de clarté intense où il sentait être guidé par une force supérieure. Certains suggèrent que Hitler aurait pu être sous l'influence d'entités démoniaques ou d'esprits négatifs. Ces entités auraient utilisé sa médiumnité pour instiller en lui des idées de haine, de violence et de destruction. Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions les plus irrationnelles et destructrices. Par exemple, sa persistance à poursuivre la guerre même face à des défaites inévitables. Ou son obsession pour l'extermination des Juifs pourrait être vue comme le résultat d'une influence maléfique qui le poussait vers la destruction totale. En réalité, Adolf Hitler, avant de devenir le Führer du Troisième Reich, était un jeune artiste aspirant qui peinait à trouver sa place dans le monde de l'art. Rejeté par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, il vivait dans une grande pauvreté, errant dans les bas-fonds de Berlin et essayant de vendre ses peintures pour survivre. Dans cette période de sa vie, Hitler était un personnage timide et introverti, souvent désespéré par son échec artistique. C'est dans ces circonstances difficiles que Hitler commence à fréquenter une librairie ésotérique tenue par un libraire aux affiliations mystérieuses. Attiré par les livres, Hitler commence à passer de plus en plus de temps dans cette librairie. Les rayons de cette boutique étaient remplis de textes occultes, de mythologie germanique, de philosophie mystique et d'idéologie raciale. Ces ouvrages captivaient l'esprit de Hitler, éveillant en lui une fascination pour les idées ésotériques et les mystères de l'univers. Le libraire remarque rapidement l'intérêt de Hitler pour les sujets ésotériques. Ce libraire n'était pas un simple vendeur de livres, mais un membre influent d'une loge noire. Il voit en Hitler un potentiel inexploité, une énergie brute qui pourrait être canalisée pour des objectifs plus élevés. Le libraire décide de prendre Hitler sous son aile, l'introduisant progressivement aux cercles occultes de la loge noire. Hitler est initié aux rites et aux secrets de la loge noire. Ces cérémonies visent à éveiller les pouvoirs latents et à renforcer la volonté de ceux qui y participent. Toute initiation traditionnelle, que ce soit dans une loge blanche ou noire, a de tels effets. La loge où Hitler est initié, avec ses rituels de pouvoir et ses enseignements mystiques, transforme profondément Hitler. Cette initiation marque un tournant décisif dans la vie de Hitler. D'un jeune homme timide et éteint, il se transforme en une personnalité rayonnante et charismatique. Les enseignements ésotériques et les pratiques occultes lui confèrent une aura de magnétisme extraordinaire. Son discours devient plus passionné, son regard plus perçant, et sa présence plus imposante.
Les gens commencent à ressentir une force invisible lorsqu'ils sont en sa présence, une énergie qui les pousse à le suivre et à croire en sa vision. Fort de cette nouvelle confiance et de ses capacités accrues, Hitler commence à s'impliquer plus activement dans la politique. Son charisme magnétique et sa capacité à enflammer les foules le distinguent rapidement des autres orateurs. Hitler, maintenant doté d'un magnétisme personnel puissant, attire de plus en plus de partisans. L'immersion de Hitler dans le monde ésotérique de Berlin et son initiation dans une loge noire ont joué un rôle crucial dans sa transformation de peintre raté en un leader charismatique et puissant. Cette dimension mystique et occulte de la vie de Hitler reste un aspect fascinant et effrayant de son parcours historique. L'étude de cette période très sombre nous rappelle l'importance de comprendre les forces occultes qui peuvent motiver des individus et des mouvements politiques. Elle souligne également la nécessité de rester vigilant face aux idéologies qui exploitent des récits mystiques pour justifier l'exclusion, la discrimination et la violence. En tant qu'initiés, nous devons être résolument du côté de la lumière et du bien, et nous devons œuvrer pour un avenir plus éclairé et tolérant. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et les sciences occultes. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.